Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Installez-vous, votre émission va démarrer. Oui, Diaspora Africa, ce rendez-vous hebdomadaire qu'il ne faut surtout pas rater parce que nous faisons quoi? Tout simplement, nous relions le continent africain à l'Occident à travers nos invités et bien sûr nos chroniques. Cette émission, on met en avant donc ces personnes qui font, ces personnes qui bougent, ces personnes qui nous inspirent. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous. Alors, comment allez-vous, Fat Bintou, ainsi que Babadem, chroniqueur de cette émission? Ça va, très très bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va très bien, merci de me poser enfin la question. Oui, on espère que vous allez bien, vous aussi, chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Mais on va en parler... Non, quand même, on n'est pas que nous trois. En tout cas, je vais parler d'Afrique. On va parler d'Afrique, mais on va revenir vers toi dans un instant. Baba, j'espère que tu vas bien aussi. Très bien, toujours complètement, bien. toujours. Diaspora Africa bien. Et ça va. Et ça vient de plus en plus. Tant mieux, Baba, tant mieux. Et oui, mesdames et messieurs, nous allons tous très bien ici dans cette émission parce que nous avons aussi des superbes invités. On va aller au Bénin, on va aller au Sénégal avec nos invités. On accueille Sadio Bi, grand styliste afro-descendant, je ne veux même pas dire africain, afro-descendant, et qui met en avant donc la culture africaine, un grand ambassadeur de la mode africaine. Ouais. Tout le monde le connaît quand on parle de vêtements africains, de mode africaine. Eh bien, un des premiers noms qui nous vient à l'esprit, c'est Sadio Bi. On a soit participé à un de ses défilés, soit tout simplement porté une de ses tenues comme aujourd'hui. Et oui, mesdames et messieurs, je suis habillée par Sadio Bi. C'est un plaisir de vous avoir, Sadio Bi, sur le plateau de Diaspora Africa. Bienvenue. Moi aussi, c'est un grand plaisir d'être là. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et on accueille le Bénin. Le Bénin est avec nous et il va nous emmener au Bénin en plus. Il s'appelle Armand Gallo. Bienvenue à vous. Vous êtes promoteur du projet Lewa, un écoquartier novateur que vous allez nous présenter dans un instant. Oui. Tous au Bénin, c'est ça? Tous au Bénin, et je ne suis qu'un des promoteurs, parce que c'est un groupe de 23 personnes. 23 personnes, ça c'est intéressant. Donc, plusieurs personnes investissent ensemble. Exactement. Plusieurs afrodescendants venant de 12 territoires différents, entre Caraïbes, Europe et Afrique. C'est tout ce qu'on aime ici sur le plateau de Diaspora Africa, comment ensemble nous faisons de grandes choses. Voilà, on a à peu près le programme du jour. Bien sûr, ça va être ponctué par des tours d'Afrique, par des agendas, etc., etc. Mais on commence tout de suite avec le voyage. Vos passeports? Oui. Toujours. Cette fois-là, il n'est pas... Passeport visé, parce que... Oui, non, là, c'est bon. C'est bon? Oui. T'as tous les multivisa. Tous les visas de toute l'Afrique. Tout. Donc tu peux partir dès maintenant. Tout, partout. Ok, bien partons, mesdames et messieurs. Et oui, destination la Corne de l'Afrique. Et oui, ensemble, nous allons à Djibouti. Allez, revenez vers moi, je vous tire à moi. Et oui, Djibouti, ça donne envie, un espace, ça donne envie. Cette plage magnifique, aïe. Et oui, mesdames et messieurs, on est ici, nous, à Paris, vous êtes dans votre pays et vous êtes peut-être sur le continent africain et certainement pour beaucoup, eh bien voilà, à découvrir le continent africain, à découvrir Djibouti. Merci à l'Office du tourisme qui a déjà été à Djibouti. Jamais, malheureusement. C'est vrai que la Corne de l'Afrique, ici en France, on n'y va pas très souvent.
Oui, Enfin, entre de la mais France. j'ai eu la chance de connaître des Djiboutiens. Ouais, Ok, donc, bon, c'est voilà. pas pareil quand même. Ah. un petit peu Mais c'est quand mais même. c'est hein. un petit bout des C'est un petit Djibouti bout, déjà. un petit donc bout de voilà. Djibouti, effectivement, on est d'accord. Ouais. Donc à découvrir ensemble, peut-être que vous allez pouvoir y aller, parce que je fais gagner des billets d'avion. Pour l'instant, Ok. personne n'a réussi à remporter ces billets d'avion. Donc oui, mesdames et messieurs, on s'amuse. Est-ce que les buzzers fonctionnent? Pour le coup, on va tester. Ouais, ça fonctionne chez vous. Est-ce que ça fonctionne chez vous? Oui, ça a l'air de fonctionner pour tout le monde. Alors, petite question, on essaye de rendre cette émission ludique. Et oui, la culture générale s'installe, s'invite chez vous aussi, chers téléspectateurs. Alors, question rapide, hein, rapide, franchement, rien de compliqué. Quel est le pays d'Afrique le plus proche de l'Europe? Et combien de kilomètres séparent l'Afrique et l'Europe? Le La Sénégal. Tunisie. Le Maroc. Le Maroc. Mais je ne sais pas combien de kilomètres. À votre avis? 30. Non. 69. Non. C'est en centaines ou en dizaines? Dites rapidement. Sadio, à ton avis? 500. Gibraltar. Bravo. 15. 14 kilomètres séparent avec le détroit de Gibraltar, le Maroc et bien sûr l'Europe et notamment la France, l'Espagne. L'Espagne, Ouh là là, l'Espagne. pardon, l'Espagne. Oui, entre Tanger et l'Espagne. Voilà, mesdames et messieurs, vous le savez, le Maroc est le pays le plus proche, le pays africain le plus proche de l'Europe. Et il n'y a que 14 kilomètres qui les séparent et c'est une séparation naturelle des deux continents. Et ça te permettait. Vous savez, Gibraltar, c'est une possession britannique. Donc techniquement, ils sont plus proches de l'Angleterre que de l'Espagne. Oui. En tout cas, il passe par le détroit de Gibraltar pour arriver en Espagne, Oui, oui, bien sûr. Donc D'accord. Gibraltar étant la pointe. étant la pointe. Voilà. Exactement. Voilà. Mais ils arrivent en Espagne. D'abord pas Gibraltar, c'est la terre. C'est pour ça que je dis que techniquement, ils sont Oh, plus proches de oh, l'Angleterre ouais. que vous pouvez vérifier. hein, Bah, attention. L'Angleterre fait plus partie de l'Europe. On peut les. On peut, et moi, pour le coup, Mais, pour le coup, Armand, oui. voilà, je suis en face de mes téléspectateurs. Oui. Vous vous permettez de venir sur mon plateau, de me défier comme... Pour la peine, vous allez sûrement pas gagner le billet d'avion. Oh là là. C'est clair. Voilà, non, excusez-nous. J'étais pas au courant. Mesdames pas et messieurs, informé. ok, on va vérifier ça. En tout cas, mesdames et messieurs, voilà, il se permet. Eh bien, nous allons voir s'il va pouvoir partir à Djibouti, ce monsieur-là. Allez, on poursuit avec grand plaisir cette émission. Merci beaucoup, Armand, pour cette spécification. Allez, la mode mix tissée, exactement, est à l'honneur avec Sadio Bi à la barre, s'il vous plaît. Sadio Bi, bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous recevoir sur Diaspora Africa. Donc, comme je l'ai dit, je suis vêtue d'une de vos vestes qui me va à ravir, hein, je le constate, et les téléspectateurs aussi. Alors, je l'ai dit au début, hein, et je pense que vous allez tous confirmer avec moi, qui ne connaît pas, en tout cas à Paris, qui ne connaît pas Sadio Bi? Vous allez, oui, personne, on est d'accord. Tout le monde le connaît, mais oui, forcément, parce que vous avez été l'un des premiers à venir pour tout simplement démocratiser la mode africaine, en tout cas les coloris africains, les styles africains. Vous avez insisté sur le fait que tout le monde s'approprie cette marque-là, qu'on soit blanc, qu'on soit chinois, qu'on soit africain. La mode africaine peut être portée par tous, et ça c'est important pour vous. Bien sûr, c'est très important. Je pense que le prêt-à-porter européen n'est pas assez graphique. Et j'ai eu l'idée d'apporter de la couleur sur le prêt-à-porter en Occident. Et c'est pour ça que je fais chaque année 2 collections, printemps-été, automne-hiver, avec des couleurs, avec nos couleurs, pour égayer tous les jours, égayer les hommes, égayer les femmes, pour apporter l'originalité africaine dans la capitale française, Paris, de la ou mode, un peu partout en Europe, quoi. Exactement, et ça c'est important. Donc vous êtes styliste, hein, je l'ai dit plus tôt, vous êtes né, vous avez grandi à Dakar, Ouais. vous avez appris en tout cas aux côtés des membres de la famille, et ensuite vous avez décidé de quitter. Oui, j'ai appris avec mon père, j'ai appris sur le tas. Mon père, il était un maître tailleur, il avait un atelier à Dakar, il a eu aussi un atelier à Paris, et je l'ai vu faire à la maison, il y avait toujours la couture, il y avait toujours des idées de modèles. Et ça vous a inspiré, ça vous a donné envie de faire la même chose, de faire comme papa, mais de faire plus que papa, parce que vous vous êtes dit, ok, papa a commencé, moi je vais continuer. Oui, j'ai pris le relais, je suis le seul qui a pris le relais, parce que j'ai vu, j'ai aimé les couleurs, j'aimais
euh, les personnes qui travaillaient avec mon père, il y avait des machines, il y avait des différents modèles. Et j'ai vu ça toute ma vie. Et quand je suis arrivé en Europe, je me suis dit, bon, le métier que je maîtrise le mieux, ce que je maîtrise, c'est la couture, c'est l'atelier, c'est de pouvoir faire des vêtements pour des clients, pour des personnes qui sont intéressées, et surtout apporter de la couleur sur le prêt-à-porter, apporter du graphisme sur le prêt-à-porter. Et c'est tout l'idée de mon travail. Vous êtes précurseur, j'insiste dessus. Ce n'était pas très commun, donc, quand vous avez commencé ici en France, de voir ce type de modèle, de voir ces tenues de prêt-à-porter avec des motifs africains, avec des tissus africains. Vous commencez. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile d'imposer un petit peu votre touche? C'était très difficile parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir l'imprimé africain en ville. Oui. Et moi, j'ai connu l'imprimé africain tout petit, et puis j'ai travaillé avec mon père longtemps. Et je me suis dit, apporter de l'imprimé, ça peut relever le prêt-à-porter occidental. Au départ, les gens ne connaissaient pas, et j'ai fait une collection qui était assez sympa avec le Bogolan. J'en avais fait en manteau. Et c'était des manteaux très chauds. C'était des manteaux graphiques et ça interpellait, ça plaisait. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que vous avez commencé. Aujourd'hui, vous êtes une référence. Donc on voit les défilés multicolores, multiethniques. Et ça, c'est important pour vous parce que la culture, la mode rassemble. Bien sûr, bien sûr. Quand je fais un défilé, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des asiatiques, il y a un peu de tout. Et c'est ça qui est intéressant. On aime porter du beau, et quand on aime porter du beau, on va voir un créateur, on va aller acheter de l'originalité, un vêtement original, un vêtement qui reflète sa personnalité. Et ce qui est intéressant d'être à Paris, les gens, ils viennent de partout. Exactement. Et l'esprit de mon travail, c'est de métisser, et métisser les formes, métisser le vêtement et surtout porter l'Afrique avec une fierté. Ça, c'est important. Vous êtes un grand ambassadeur du continent africain à travers votre art et vous l'exportez, vous l'avez dit, en France, mais pas que, en Europe aussi. J'ai fait des défilés un peu partout et les défilés ont toujours eu du succès. Et c'est surtout de voir l'imprimé africain porter, l'imprimé africain moderne, qu'on puisse le porter dans des bureaux, qu'on puisse le porter pour une soirée, soirée cocktail ou pour tous les jours. Et pour tous les jours, c'est très important. Prêt-à-porter, vêtements aussi de soirées d'événements. On voit les clips aussi, vous êtes aussi bien représentés dans la musique. Et oui, la culture, encore une fois, à l'honneur. Alors, Sadiobi, vous avez dit, chaque année, vous faites 2 collections. Donc, les inspirations de la prochaine collection, qu'allons-nous voir sur les podiums? C'est toujours l'esprit du métissage, toujours l'imprimé qui est relevé. Parce que ça fait quand même des années. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de tourner en rond? Au contraire, vous êtes plein d'imagination, ça change à chaque fois. Oui, il faut que ça change de toute façon. Ah, vous n'avez pas le choix, sinon... Et sinon, oui, il y a l'expérience. Hein. Ce qui m'inspire, c'est aussi les tendances ici en Europe. Arriver à faire participer l'imprimé africain. Faire de sorte que ça rentre dans le milieu de la mode occidentale. Et ça, c'est un défi. C'est un défi difficile à atteindre, finalement, on a l'impression quand même, parce que ça fait quand même quelques années, on voit que ça se démocratise, on voit que j'ai la chance quand même d'avoir une expérience, ça fait quand même plus que 20 ans que je fais ce métier. J'ai fait tout genre de modèles, j'ai fait des grandes robes, j'ai fait des manteaux. On est d'accord, mais vous, Sadiobi, mais on sait très bien qu'encore aujourd'hui, le monde du luxe, le monde de la mode est très fermé. Donc vous avez percé, vous avez ouvert même la porte aux autres qui commencent à arriver, mais on sait que c'est pas si simple que ça. Ah, c'est pas simple. Moi, j'ai la chance quand même d'avoir un atelier à Paris, et l'atelier est accessible. Et il faut faire beaucoup de communication, il faut réaliser des nouveaux modèles, il faut donner l'envie, il faut
chercher, créer une histoire autour du vêtement. Et je le fais tous les 6 mois et c'est avec grand plaisir aussi, avec passion que je fais ça. Et c'est ça qui est formidable, quoi. D'accord, très bien. En tout cas, ça donne envie. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, si vous souhaitez vous habiller différemment, avec classe, avec style, avec des coloris, avec de la couleur, élégance. avec élégance, exactement. Eh bien, vous savez quoi faire. Vous tapez Sadio Bi comme une abeille. Hein, abeille, oui. Exactement. Et vous allez avoir tout ce qu'il faut pour égayer ce monde-là, un peu trop triste parfois, n'est-ce pas? Oui, ben c'est ça, c'est tout mon travail, C'est son travail. c'est tout ma recherche. L'envie, c'est de faire porter un vêtement et que la personne soit à l'aise et heureuse. Je confirme, je valide avec ce que je porte aujourd'hui. Merci beaucoup, Sadio Bi. Merci. Je vous en prie, vous pouvez aller vous asseoir. C'était un plaisir et oui, vraiment, je rappelle, je réitère, hein, en France, très très connu, donc ce styliste. Ouais, on a connu les grands défilés de mode africaine grâce à ce monsieur et c'est une fierté de l'avoir ici sur Diaspora Africa. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On poursuit cette émission dans un instant. On aura le plaisir d'avoir un homme qui va venir ici pitcher son projet. Et oui, il fait des jeux éducatifs africains. Et oui, belle innovation, belle invention, beau projet. Mais tout de suite, maintenant, mesdames et messieurs, place à toi, Baba. Oui, on aime mettre en exergue ces hommes qui font, ces femmes qui bougent, ces projets qui finalement font rayonner l'Afrique. C'est parti. Ils font l'Afrique et le reste du monde. Alors aujourd'hui, dans Ils font l'Afrique, je veux mettre en avant une dame, mais c'est surtout son parcours qui est vraiment très impressionnant. Elle s'appelle Vera Songwe, elle est économiste camerounaise de renom et c'est une figure incontournable du développement économique en Afrique. Donc, elle est ancienne secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Elle a joué un rôle crucial dans la promotion des politiques économiques innovantes pour le continent. Mais c'est vraiment son parcours que je vais nommer par là. Elle entre à la Banque mondiale en 1998 en tant que jeune cadre dans la région Asie de l'Est et Pacifique. Mais c'est en 2007 qu'elle commence à devenir conseillère de la nouvelle directrice générale pour le continent africain. En 2011, elle devient la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. En 2013, le magazine Forbes la classe parmi les 20 jeunes femmes les plus puissantes d'Afrique. En 2016, elle prend des nouvelles responsabilités avec la direction du bureau Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, soit 23 pays, de la Société financière internationale et une filiale de la Banque mondiale privée. Le 3 août 2017, elle prend les fonctions de secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Durant la crise du Covid, elle s'affirme en 2021 comme une des principales voies en faveur de l'accès des Africains au vaccin. 21 août 2022, c'est là où elle démissionne de son poste aux Nations Unies. Mais en même temps, c'est à partir de là qu'elle propose des écrits, son expertise pour le développement africain. De 1998 à 2022, elle est au service du continent africain. Je voulais mettre en avant vraiment son parcours. Elle a été décorée de partout et elle continue à écrire des livres. Mais je voulais vraiment, d'habitude, on met en avant des réalisations, des objets, des innovations. Mais elle, c'est vraiment son parcours pour le continent africain. Exactement. Wow. Merci Baba. Et on a besoin, et d'autant plus que c'est une femme, et on a besoin de modèles féminins camerounaises comme vous, Armand. Vous en êtes fiers? Bah, écoutez, c'est le continent. Oh là 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 là. Si les Ivoiriens vous entendent, c'est la belle famille, ils ne peuvent pas trop bavarder. Ah là là, vraiment, les Camerounais, ils ne changent pas. Hein. Ils ne changent pas exactement. Non, parce qu'on est le changement. Oh là 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 là. Et ça continue. Donc lui, c'est sûr qu'il ne va pas aller à Djibouti, ça c'est sûr. Voilà, mesdames et messieurs, on insiste dessus. On insiste vraiment les parcours qui inspirent, les parcours qui peuvent influencer donc notre jeunesse, qui peuvent donner envie d'aller plus loin, de se dire que c'est possible. Et bien nous, on les met en avant ici sur Diaspora Africa. Merci beaucoup encore une fois, Babadem, pour cette mise en avant. Allez, on poursuit cette émission. Dans un instant, le continent va venir à mes côtés. Mais avant, place au Tour d'Afrique. Et oui, mesdames et messieurs, on va s'intéresser au Nouvel An berbère. Qui connaît où?
Deux noms, juste deux de noms. noms, Mais eh jamais, bien là, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et le Maroc sont à l'honneur. On regarde avec Upendo. Je ne connaissais pas du tout la fête. Je suis venue avec une amie en vacances en Algérie et apparemment on tombe pendant une fête vraiment particulière ici et on s'est retrouvés à Blida et je ne connaissais pas du tout. Et le marché c'est hyper beau, c'est impressionnant, toutes les couleurs, les bonbons et même toute là plein de couscous différents que je ne connaissais pas du tout. Enfin, c'est hyper intéressant. C'est une fête de paysans intimement liée au rythme des saisons, à l'équinoxe d'hiver et au rite de fécondité agraire. C'était donc par excellence une fête de paysans et je me rappelle dans mon enfance, dans la Kabylie des Babors, on faisait un plat qui était une purée de plantes sauvages avec du berkoukès et du couscous avec de gros grains, dans une atmosphère un peu magique, mais ce n'était pas du tout intellectualisé. Avec l'indépendance, l'urbanisation, le changement de mode alimentaire, la fête est tombée en désuétude, presque complètement. Mais voilà qu'elle a ressurgi il y a une quarantaine d'années avec la montée des militants de la culture berbère pour la faire reconnaître et admettre au soleil de l'Algérie. Et c'est comme ça que maintenant elle est reconnue officiellement par l'État algérien et elle est de plus en plus reconnue un peu partout. Ce n'est pas un calendrier historique ni ancestral. En fait, c'est une audacieuse invention d'intellectuels des années 80 et qui petit à petit, assez remarquablement, s'impose dans l'usage et est de plus en plus revendiquée. C'est une invention d'intellectuels qui cherchaient à trouver le moment zéro d'une ère berbère face à l'ère musulmane ou à l'ère chrétienne. Puis ils ont trouvé la date de la montée au pouvoir d'un pharaon d'origine libyque et pas libyenne, donc au 3e millénaire un millénaire avant Jésus-Christ. Et ces intellectuels, ils ont dit « Ah, puisque c'est un berbère qui a pris le pouvoir au sein d'une immense civilisation en Égypte, eh bien pour nous, c'est le point zéro. C'est le début du tic-tac d'un temps et d'une ère berbère. » Voilà, le nouvel an berbère. On en apprend des choses ici sur Diaspora Africa. Belle découverte. Allez, on poursuit sur le plateau de Diaspora Africa avec l'agenda des diasporas. Mesdames et messieurs, oui, vous ne savez pas quoi faire en semaine, le week-end, après le travail. Eh bien, nous avons tout ce qu'il vous faut. N'hésitez pas à nous envoyer aussi vos flyers. On diffuse cette émission. C'est la vôtre. Allez, c'est parti. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. Allez, de retour sur le plateau de Diaspora Africa, après cet agenda des diasporas, mesdames et messieurs. Et oui, alors dans un instant, on va recevoir notre invité numéro 2. Il s'appelle Armand Galenon. Armand,
Vous êtes pressé, Armand. Vous m'avez annoncé, du coup, je viens. Oui, oui, Armand, lui, vraiment, il ne va pas aller à Djibouti. Vraiment, exactement. Ah ouais. Donc, on l'a dit, on a parlé de mode ici sur le plateau de Diaspora Africa. Dans un instant, tu vas nous parler de quelque chose d'intéressant, à savoir la théorie Ubuntu, c'est ça? C'est ça. Là, on va rentrer purement dans l'africanité, dans le fait d'être humain. L'humanisme qui fait même l'essence même de nous les Africains. Donc on va parler de l'Ubuntu et vous verrez que c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à nous les Africains. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère qu'elle a bien teasé. En tout cas, elle vous a certainement donné envie de rester dans cette émission. On va faire un court moment de pause et puis on revient. Allez. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. De retour sur le plateau de Diaspora Africa, cette émission qui fait le pont entre la diaspora et l'Afrique, ou le contraire, la diaspora et l'Afrique, mesdames et messieurs. Et oui, cette émission, et ouais, c'est la vôtre. Et surtout, n'hésitez pas, si vous souhaitez participer, eh bien, envoyez-nous vos informations, on les diffuse. Si vous souhaitez pitcher votre projet, comme va faire Cédric Chokoua, eh bien, venez, venez, venez. Encore une fois, on essaye de mettre en exergue les projets, les initiatives qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Allez, tout de suite, on va accueillir notre invité numéro 2. Il s'appelle Armand Ngaleu et il vient ici nous parler du projet Lewa. On l'accueille. Armand Ngaleu, bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous avoir ici sur Diaspora Africa. Mesdames et messieurs, préparez-vous. Nous allons tous au Bénin. Un projet est en train de voir le jour et vous allez nous en parler ici. Donc, c'est un éco-quartier novateur en cours de développement au Bénin. Et vous, vous êtes un peu le mécanicien, le chef d'orchestre de tout ça. J'espère qu'ils ont bien choisi la personne qui orchestre ce grand projet et qui va nous donner envie d'aller sur le continent. Pas le Cameroun, mais le Bénin. Tout à fait. Mais, de toutes les manières, je pense que c'est un aréopage d'intelligence. Et s'ils ont décidé de me confier cet honneur, cette charge d'être celui qui va mettre les pièces là où il faut et les fluidifier pour que le projet se mette en route. Exactement. Voilà, je pense alors, le projet Lewa, vous allez nous le présenter. En quoi ça consiste? Donnez-nous envie d'investir ici au Bénin, dans ce beau pays que j'ai visité. Qui a déjà été au Bénin ici? Personne. Il n'y a que Aïssatou. Vous avez été au Bénin quand même? Bien entendu. Bien sûr, quand même. Attention. Alors, racontez-nous ce beau projet. Alors, le quartier Lewa, comme je le dis, ce n'est pas juste un projet immobilier, mais c'est une expérience de vie. L'idée de Lewa, c'est de favoriser le retour des afro-descendants en Afrique. Et nous avons choisi le Bénin, pourquoi? Parce que c'est le pays qui présente le plus d'opportunités en ce moment sur le continent africain. C'est également, déjà au plan politique, c'est l'un des plus stables, avec une démocratie élective qui fonctionne plutôt bien depuis une trentaine d'années. Au plan économique, le Bénin, c'est, quand vous êtes à Cotonou et sur le site du projet qui est à la lisière de Ouidah, vous êtes à 1h30 de Lagos en route, et il y a une trentaine de minutes de l'aéroport international de Cotonou. Être au Bénin, en termes d'opportunités économiques, c'est aussi avoir la Côte d'Ivoire à portée de main, parce que pour arriver à Abidjan, c'est 4 heures de route maximum. Donc, c'est un carrefour d'opportunités. Le port de Cotonou, c'est le 4e en termes de tonnage en Afrique de l'Ouest. Et au-delà de ça, en termes de culture aussi, ça représente beaucoup, parce que Ouidah était l'un des ports importants de la traite négrière. Et au-delà de ça, le gouvernement béninois aujourd'hui est un gouvernement qui encourage beaucoup cette reconnexion aux racines. Et donc, le projet Lewa, sur lequel nous on veut insister, c'est vraiment le fait que c'est plusieurs personnalités, plusieurs personnes de la diaspora qui ont décidé de se mettre ensemble et créer donc, ce complexe. Tout à fait, effectivement. Comme je l'ai dit lors de nos premiers échanges, Lewa, c'est plus de 23 personnes qui viennent de 12 territoires différents, entre Martinique, Guadeloupe, Haïti, Bénin, Togo, Cameroun, Congo, les deux Congos d'ailleurs.
et qui ont décidé de se mettre ensemble pour faire naître ce projet. Et je pense que c'est une grande nouveauté dans la sphère afrodescendante. Effectivement, et c'est très important à promouvoir, et on le fait ici sur Diaspora Africa. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous mettez, c'est-à-dire que l'objectif, c'est quoi? C'est de vendre ensuite les appartements ou les maisons qui vont sortir de terre. C'est finalement où ces maisons-là seront les vôtres. Comment ça se passe? Expliquez-nous vraiment le fonctionnement. On veut savoir. Alors, oui. Pour avoir un lot au quartier Lewa, en fait, c'est ce qu'on appelle le VEFA, dans la vente en état final d'achèvement. Donc, c'est des plans qui sont disposés. Nous, on développe le concept, parce que dans le quartier Lewa, c'est pas juste, comme je le disais tantôt, c'est pas juste un projet immobilier, c'est une expérience de vie, c'est-à-dire on aura les résidences, on aura des commerces, on a prévu également des centres hospitaliers, un centre médical en médecine, on va dire classique, entre guillemets, et un centre naturopathique. C'est également un complexe scolaire pour que les enfants qui grandissent dans le quartier puissent être logés. C'est aussi une supérette, c'est un ranch, c'est également une ferme agroécologique. Et également un petit hôtel pour les personnes qui sont juste de passage, parce qu'il faut le savoir, nous sommes à quelques kilomètres de la plage et elle est très belle. Et comme je le disais tantôt, Ouidah aussi, c'est une future ville-musée. C'est un projet du gouvernement béninois que je vous partage. Donc ça génère un important flux touristique. Donc les 23, vous êtes les investisseurs, les promoteurs du projet. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, vous le présentez donc, aux téléspectateurs, à nous-mêmes, qui éventuellement pourraient être intéressés d'acquérir un bien. Et donc c'est quoi? Ce sont des immeubles, ce sont des maisons? C'est quoi exactement? On a 3 types de lots résidentiels. On a d'abord ce qu'on appelle Tiny House, qui est un complexe états-unien, c'est-à-dire vous avez une espèce de duplex, comme on disait à l'époque en Afrique francophone. Donc c'est rez-de-chaussée et un étage. Ensuite, nous avons des appartements. Appartements rez-de-chaussée, premier étage et rooftop, pour ceux qui veulent avoir un peu plus, un espace visuel un peu plus important, panoramique. Et enfin, le troisième type de lot, c'est des villas. Et donc, le groupe porteur s'appelle TWI, parce que c'est ça le nom du groupe, T-World Investment, qui est le porteur du projet Quartier Lewa, qui est juste le vaisseau amiral de nos différentes pépites entrepreneuriales. Voilà. D'accord, c'est très intéressant. Ouais. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Est-ce que la première pierre a été posée? Est-ce que vous êtes toujours à la recherche de financement? Est-ce que où est-ce que vous en êtes exactement? Au stade où nous en sommes, je vous invite à prendre un billet pour Ouidah, parce que nous allons poser la première pierre dans moins de 30 jours, le 24 janvier prochain. D'accord, voilà. très bien. Invité. Pardon? Vous avez dit invité. Oui, je vous invite à prendre des billets. Donc, ce qui veut dire qu'on prend juste les passeports, on vous les donne. Je vais me répéter. Je vous invite à prendre des billets. Voilà. J'avais enlevé le prendre. Attention, tous les mots sont importants. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais de toutes les manières, nous, au niveau du voyage également, nous avons mis sur pied une organisation pour faciliter le déplacement des personnes intéressées. Donc, quelque part, on aide aussi. Parce qu'on a mis sur pied différentes formules pour faciliter le déplacement de toutes les personnes intéressées. Moi, je trouve ça très intéressant et vraiment, sur le point sur lequel je veux insister, c'est le fait de se mettre ensemble, donc 23 personnes de différents horizons, de différentes origines qui décident, OK, on va créer quelque chose de palpable, de beau sur le continent africain, ici notamment au Bénin. Et ça n'a pas été compliqué, ça a été plutôt simple, parce que finalement, les gens disent toujours « Ah, mais non, quand on est plusieurs, c'est compliqué, moi, je ne rentre pas dans ça. En plus, l'immobilier, on n'en parle même pas. » C'est ça, surtout ça. Non, je dois être honnête avec vous, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, parce que les relations humaines, déjà, ne sont pas simples. Combien de fois encore dans un groupe qui a une ambition pareille? Et comme je vous le dis, dans une trentaine de jours, c'est la première pierre. J'espère que vous allez... Et au stade où on en est, il y a déjà plusieurs réservations de fait. Donc, voilà. D'accord. Et au total, vous attendez combien de réservations? Alors, je parle de 56 lots au total. D'accord. Voilà, et à côté, nous avons également des commerces qui sont prévus, comme je l'ai dit tantôt. Et on a aussi des espaces de vie, comme un restaurant-bar, mais en mode open, un peu comme à la plage. Vous avez une esplanade qui est ouverte devant le restaurant. On a également des espaces sportifs, terrain de foot, basket, piscine. Voilà. Donc, et sans oublier les espaces verts, parce que l'idée, c'est vraiment de mettre en avant la dimension développement durable. Les panneaux solaires également sont utilisés pour un investissement écologique, exactement, un investissement humain. Et vraiment bravo pour l'initiative. On vous salue. En tout cas,
c'est vraiment des exemples à suivre et j'espère que ça va donner des idées à d'autres personnes, à d'autres promoteurs, à d'autres entrepreneurs. Rapidement pour finir, allez-y, je vous en prie. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site. Bien sûr, bien sûr. www.quartierlewa.com. Quartier Lewa. Oui, en un mot. Ouais. Et pour la petite histoire, Lewa, ça veut dire reviens, enfant. Combien? Reviens. Reviens. Voilà. Quartier Lewa. Voilà. Come back. Voilà. Très bien, merci beaucoup encore une fois Armand Galleux pour la présentation de ce magnifique projet. On aura certainement des questions, peut-être même des réservations avant la fin de cette émission. N'hésitez pas, on a tous les documents en backstage. Ah oui, il y a même le stylo même qui est déjà prêt pour les signatures. Ouais, là, je veux... Je vous en prie, vous avez le droit. D'accord, merci. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci, présidente fondatrice. Je vous en prie. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, nous apprécions donc nos invités du jour. Et oui, entre la culture, entre l'investissement, eh bien, c'est beau, c'est l'Afrique qui gagne. Allez, on poursuit cette émission avec toi, ma chère. Non, on va faire un petit buzzer. Et j'espère vraiment qu'Armand, que tu vas trouver la bonne réponse. Je t'attends au tournant. Oui, je t'attends au tournant. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, dites-moi, à votre avis, quel est le pays ayant la plus grande biodiversité en Afrique? C'est plutôt simple. Le Cameroun, il a dit. Ça aurait pu. Ah ouais? Ça aurait pu, bah, bien sûr. C'est connu pour le Cameroun. Voilà, mais non, ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas le continent, ce n'est pas les numéro 1, ce n'est pas les champions de la CAN ou je ne sais quoi. De tout, hein, champion du monde, Nganou, tout ça. La Guinée-Conakry? Non, du tout. Ça aurait pu aussi. J'allais dire vers le sud. Non, pas du tout. Ah ouais, du tout. La RDC? Bien sûr. Ah, c'est la République démocratique du Congo, grâce à sa forêt tropicale, mesdames et messieurs. Elle abrite certaines des espèces les plus rares au monde. Et quand on parle de diversité, grande biodiversité dans le monde, eh bien c'est le Brésil qui arrive en pole position, bien sûr, après la Colombie. Du coup, je vais à Djibouti ou pas? Pas du tout. Après 3 essais, non, pas du tout. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, c'est vraiment notre objectif. On n'est pas là pour savoir qui va gagner ou perdre. On est là pour apprendre tous ensemble. Allez, on poursuit. Nous sommes presque au terme de cette émission. Mais avant, on va te donner la parole, Fat Bintou. Oui, c'est parti. On va parler de la théorie ou du concept Ubuntu à découvrir absolument et à appliquer surtout. Allez, c'est parti. Culture, us et coutumes d'Afrique. Alors, oui, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'Ubuntu, donc du concept Ubuntu. Est-ce que, Sadio, c'est quelque chose que tu avais déjà entendu? Ubuntu. Non, pas du tout. Et toi, Armand? Oui, tu avais déjà entendu parler de ça? Je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est le bandeau de ma page LinkedIn. Ok, top. Et puis, ça tombe bien parce que quand tu as parlé de ton projet, ça m'a justement fait penser à ce concept-là. Donc le concept Ubuntu, c'est quoi? C'est une philosophie d'Afrique australe qui est basée sur la croyance selon laquelle l'individu n'existe qu'à travers sa relation aux autres. C'est-à-dire qu'il y a nous, donc nous tout seuls en tant qu'individus, et il y a le collectif. C'est quoi la devise? La devise de l'Ubuntu, c'est « Je suis parce que tu es ». C'est ça. Petit piège comme ça. Et alors, en fait, le concept de l'Ubuntu, il est décliné sous différentes façons. Selon mes recherches, il est lui-même dérivé de ce qu'on appelle le communalisme africain. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis des années et qui a été repris par plusieurs personnalités comme Mandela, Obama, Kwame Nkrumah ou encore le président Sédar Senghor. Donc, Kwame Nkrumah, lui, parlait plutôt de consciencisme. On a dans l'Égypte ancien, on parle du Ma'at. Voilà. Et chez les Mandingues, on parle du Badeya. Donc c'est vraiment cette notion de communauté, cette notion de pluralité qui nous permet en fait finalement d'être dans une communauté et de faire en sorte que tout le monde aille bien et que les problèmes des uns soient aussi nos problèmes. Donc ça serait plutôt « je suis car nous sommes ». Je suis car nous sommes, exactement. Donc ce concept, il a été popularisé par un archevêque, qui s'appelait Desmond Tutu. Donc il faut savoir que Ubuntu vient du mot Zoulou qui veut dire le fait d'être humain. Pourquoi? Parce qu'en fait, on considère que c'est notre humanité en fait qui fait qu'on est parce que nous sommes.
À l'époque de Senghor, il décrivait les sociétés noires comme communautaires. C'est vrai que le communautarisme aujourd'hui, c'est devenu quelque chose avec une connotation négative, mais en fait, nous, les Africains, on fonctionne par communauté. Donc l'activité générale du groupe est basée sur la solidarité, sur la communion des personnes, et c'est ce qui nous opposait à l'époque aux sociétés occidentales qui, elles, étaient beaucoup plus, mettaient beaucoup plus l'accent sur l'individu, ses besoins, son activité, alors que nous, on va plutôt être sur les besoins de la communauté, quitte à ce qu'on se mette un peu plus en retrait. Donc être dans le concept Ubuntu, c'est avoir l'hospitalité, être honnête, être humble, savoir accorder son pardon, être empathique et surtout respecter la dignité humaine. Une personne qui possède l'Ubuntu, par exemple, ne va pas se sentir menacée par le succès d'une autre personne. Au contraire, il va partager sa joie et ses réussites, et les souffrances des autres membres, il va en faire... voilà, exactement. Et il va agir justement pour apaiser cela et contribuer à faire avancer tout le monde. Donc, pour conclure, l'Ubuntu, c'est vraiment le fait de bien se comporter avec les autres, d'agir d'une manière qui va toujours profiter à la communauté avant tout. C'est des actes simples, ça peut se traduire par des actes simples comme le fait d'aider un étranger qui a besoin d'aide ou aider des personnes qui ont des situations un peu plus complexes à gérer, et surtout, il faut être désintéressé. Voilà, ça veut dire quand on pose ces actes-là, voilà, on donne sans rien attendre en retour parce qu'on a la conviction que dans tous les cas, ça va être bénéfique pour la communauté, et si c'est bénéfique pour la communauté, donc indirectement, ça m'est bénéfique aussi. Pour terminer, c'est un concept dont on entend de plus en plus parler en France, notamment avec le festival Ubuntu, le marché Ubuntu. Je suis même tombée sur la page d'un podcast Ubuntu. Donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui, c'est un concept qu'on revendique de plus en plus parce qu'il fait l'essence même de notre africanité. Donc, et puis je pense qu'on en a vraiment besoin. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que sur cette émission, c'est vrai que je croise beaucoup de personnes qui sont dans l'Ubuntu. Et si je peux me permettre, Aïssatou, je tiens à te faire vraiment une mention spéciale parce que tu es la première personne que j'ai rencontrée qui fait partie de l'Ubuntu, en dehors de mes parents, mais vraiment dans le monde du travail, de l'entrepreneuriat, vraiment une... Merci beaucoup. Voilà, vraiment, je ne m'attendais pas à cette petite dédicace. Non, mais je tenais à te le dire parce que c'est vrai. Merci beaucoup, en tout cas, j'apprécie énormément. Et pour le coup, j'aimerais dire aussi que ça dépasse les frontières parce que maintenant, par exemple, j'ai vu qu'en Écosse, on parlait de l'Ubuntu, ça s'exporte vraiment partout dans le monde parce que les valeurs sont belles, les valeurs sont bonnes, les valeurs sont humaines et c'est très, très, très important de promouvoir cela, surtout dans les temps qui courent. Merci beaucoup, Fat Bintou. On avait besoin de ce type de chronique. Voilà, mesdames et messieurs, si vous souhaitez en savoir plus sur le concept du Ubuntu, si vous souhaitez pratiquer le Ubuntu, ma réussite et votre réussite et ma réussite, je suis parce que vous êtes parce que je suis, c'est important, ça change tout. Alors, mesdames et messieurs, maintenant, il est parce qu'on est là, tout simplement. On va accueillir notre pitcher du jour. Il s'appelle Cédric Chokoua et il vient ici nous parler de jeux ludiques et éducatifs portant sur les thématiques afro-caribéennes. Et ça, on aime ici sur Dias Africa. On l'applaudit. Voilà, mesdames et messieurs, de retour avec notre cher ami Cédric qui nous a rejoint. Vous avez vu la magnifique carte, donc c'est un jeu ludique. Donc Cédric, on va te laisser, voilà, je ne vais même pas t'interrompre, je vais te laisser exprimer, informer, expliquer à nos téléspectateurs en quoi ça consiste. D'accord. Moi je fais la mannequin. Bonjour, merci de m'avoir invité sur le plateau. Le projet est né d'une frustration, c'est-à-dire que moi, j'ai des neveux et nièces qui ont plein de jouets et à chaque fois qu'on leur pose des questions sur le Cameroun, c'est toujours des clichés en fait. Déjà, l'Afrique pour eux, c'est un grand pays. C'est le safari, c'est les gorilles. Et nous, c'est de là qu'est née la frustration. Et nous, on a voulu créer des jeux. Enfin, on a voulu déjà leur acheter des jeux qui parlaient de leurs origines. Mais en allant dans les magasins de jouets ou les plateformes numériques, on s'est rendu compte que les offres sont rares. Donc c'est de là qu'est parti le projet UL. Donc on a voulu créer des jeux qui parlent de nos origines, de notre patrimoine, de manière ludique, qui fait en sorte que les enfants apprennent sans s'en rendre compte.
Donc là, on a créé un puzzle magnétique aimanté du continent africain. Il est en bois et chaque pièce représente un pays sur lequel on a une illustration qui rappelle une partie de l'histoire ou de la culture. Et derrière les pièces, quand on bouge les pièces, on a accès, on voit tous les... Je peux le faire, voilà. C'est moi qui fais. Vas-y. Voilà. Quand on retire le Congo, par exemple, le démocratique, là, le grand pays, celui-là, si tu peux le retirer, le grand, voilà. On voit les rivières et les lacs. Et derrière, on a accès aussi aux différentes parties du continent. Donc, en fait, le jeu, c'est un prétexte. L'idée, c'était leur apprendre, en fait, de l'histoire, des grands hommes, des grandes femmes, des bâtiments, des hommes célèbres, des grandes places, en jouant. Et donc là, par exemple, on a plein d'anecdotes qu'on raconte. Par exemple, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des pyramides au Soudan, plus qu'en Égypte d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Elles sont plus anciennes, c'est de la civilisation nubienne. En Mauritanie, il y a une roche qui est tellement énorme que, vue du ciel, elle forme un œil. Donc, on l'appelle l'œil du Sahara. Et cette roche, les astronautes s'en servent comme point de repère dans l'espace. Et quand on voyage, par exemple, quand on part en avion depuis le Maroc pour Abidjan, en partant clair, donc on voit très bien cette roche-là. En fait, il y a plein d'anecdotes qu'on raconte dans nos livrets, parce que ce puzzle, il vient avec un petit bouquin comme ça, où chaque image est expliquée. Voilà. Par région, donc on a l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. Chaque pays a un paragraphe qui est réservé, même les îles, que ce soit l'île Maurice, les Comores, Mayotte. Il y a un paragraphe qui est dédié à Madagascar, l'île de l'Ascension, Sainte-Hélène. Il y a un paragraphe qui est dédié pour en parler aussi les Cap-Verts. Et on raconte l'histoire de ces pays-là en français, en anglais, en langue africaine. Pour l'instant, on a traduit en arabe littéraire, en swahili, mais le but, c'est de traduire au maximum possible. C'est pour ça qu'au dos du puzzle, il y a un QR code pour ajouter des langues. D'accord. Et le but, c'est de proposer aux écoles comme outil pédagogique. Oui. C'est pour ça que voilà, on fait attention à la traduction. Les langues africaines, ce sont les langues parlées à la base. Donc, il n'y a pas de consensus à l'écrit. Donc, on confronte plusieurs références pour pouvoir avoir un niveau d'écrit qui fait, voilà. Oui, qui fait consensus. Et dans la même logique, on a fait la carte de la Martinique, puisque Anne est d'origine martiniquaise. Pour la Martinique, les livrets sont en français, en anglais et en créole martiniquais. Et c'est une dame, Madame Marie-Thérèse Léotin, je lui rends hommage, qui est très connue pour les traductions en créole, qui nous aide à faire les traductions. Magnifique. Voilà, donc c'est ludique, éducatif, s'amuser en famille et sans écran. Et sans écran, merci de le préciser. C'est très important. C'est vrai, franchement, moi je valide. Bravo. Sadio, on est totalement d'accord. C'est extra. Voilà, c'est pour les petits et pour les grands. On insiste dessus, n'est-ce pas? Armand, je pense que tu vas en avoir besoin. Je ne pense pas. Mais il peut y avoir des défis parce que beaucoup de gens pensent que c'est pour les petits, mais on dit parfois essayer de refaire le puzzle. Donc on retire toutes les pièces. C'est pas si évident que ça. 10 minutes plus tard. Ça va me tester. C'est en 2 minutes que c'est fait, ça. En tout cas, bravo. Franchement, c'était un très beau projet. Vraiment, n'hésitez pas, mesdames et messieurs. Comment on fait pour se procurer ça? Alors déjà, on est à la période de Noël, donc les gens cherchent des cadeaux originaux. Moi, je trouve que c'est un cadeau assez original. Voilà, on va s'amuser en famille, on va partager des souvenirs. Ah, j'ai voyagé ici, ah, tonton vient de là, tati vient de là, ah, mon ami a grandi là. En fait, c'est un prétexte. Vous nous retrouvez sur Instagram, yoel.france, yohel.france. On a un site internet sur lequel vous pouvez aller voir ce qu'on fait ou également passer des commandes. Qui s'appelle www.yoel.toys.fr. Donc yoeltoys.fr. Bravo, moi vraiment je vous applaudis. Merci beaucoup, merci. Cédric, à soutenir absolument. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes presque au terme de cette émission. Vous allez rester avec nous, hein. Oui, vous le méritez. Franchement, vous le méritez. Et je pense que je vais vous offrir le billet pour Djibouti. Je réfléchis encore. Il n'aime pas jouer, il n'aime pas jouer. Mais c'est dommage, parce qu'il est camerounais. S'il n'était pas camerounais, il aurait, à cause de Armand, il n'aurait pas le voyage. Si tu étais béninois, sénégalais, malien, voilà, on aurait... Voilà, peut-être. Mais là, si tu es français, là, camerounais, non. Tu vas rester avec moi ici. Alors, mesdames et messieurs, on va terminer cette émission avec notre débat du jour. Un téléspectateur nous envoie une question, on y répond ici sur le plateau de Diaspora Africa. Donc, on a une image qui contraste entre
le continent africain et la diaspora donc, qui se trouve un peu partout dans le monde. Et la question, c'est la diaspora a-t-elle le mindset, la motivation et les moyens nécessaires pour peser en Afrique? C'est une question actuelle, c'est une question qu'on se pose et qui est reposée. Vous en pensez quoi? Est-ce que la diaspora a le mindset, l'état d'esprit, la motivation et les moyens nécessaires pour s'imposer, pour peser sur le continent africain? Oui, moi je pense, parce que en général, quand même, c'est des gens qui ont eu l'expérience, qui ont vécu des choses, qui les ont apportées personnelles. Et je pense que ça pourrait aider, les jeunes de la diaspora et surtout partager leurs expériences. Parce que, sur le continent africain. Sur le continent africain. Et je pense qu'ils peuvent apporter. Ils peuvent apporter. Ils peuvent apporter, mais est-ce qu'ils ont le mindset, la motivation et les moyens? C'est une autre question, Armand. Alors, ils ont le mindset, ils ont les moyens, sauf qu'il y a quelque chose à laquelle il faut qu'on pense. Ce n'est pas l'Afrique, c'est des Afriques. Il y a plusieurs réalités sur le continent africain et il faut bien les avoir à l'esprit quand on veut faire des choses. Je vais prendre l'exemple du projet dans lequel je suis. C'est celui que je connais le moins mal. Nous sommes un groupe et dans le groupe, il y a pas mal de Camerounais. En fait, la communauté la plus représentée est la communauté camerounaise. Mais quand on s'est assis, qu'on a pensé au projet, qu'on a voulu le développer, on s'est dit on commence par le Bénin. Parce qu'on s'est dit, pour un projet de cette envergure, pour un projet qui a cette ambition, non seulement de loger les gens, mais également de se connecter à la culture, le pays idéal aujourd'hui, c'est le Bénin. Donc, c'est très bien, c'est un choix qui a été fait de manière collective et c'est important. Oui. Pour le coup, Baba, moi, si je suis sur un projet, Maison des artistes, en fait, l'idée, c'est de faire venir des personnes de la diaspora et faire rencontrer les locaux au Sénégal, avoir une maison où on peut partager tout ce qui est art. Et surtout d'avoir un atelier où je vais pouvoir former des jeunes et confectionner et faire de sorte que je peux vendre en Europe et puis même faire venir des Occidentaux au Sénégal. Au Sénégal pour découvrir... le village des arts. Ouais. Mais le village des arts de Dakar. Non, c'est le village des artisans. Alors, pour le coup, il y a la motivation, il y a l'envie. Y a-t-il le mindset, y a-t-il les moyens pour accomplir tout cela? Alors, moi j'ai vécu 20 ans au Cameroun, par exemple, et je suis venu en France, j'ai fait mes études. Et quand je rentre au Cameroun, j'ai envie de faire les choses. Et une fois sur place et en repartant, c'est plus la même chose. Parce qu'effectivement, comme disait Armand, en fait, il y a la réalité du terrain. Je suis peut-être persuadé, parce que j'étais en Côte d'Ivoire cette année pour la CAN, et ce n'était pas la même appréhension que j'ai eue. Donc je pense qu'effectivement, il y a cette lucidité qu'il faut avoir. Beaucoup de gens veulent rentrer au pays. Mais c'est quoi au pays? Est-ce que c'est forcément de là où tu viens ou c'est là où il y a les meilleures opportunités pour toi pour pouvoir t'établir? Et je pense que c'est effectivement là qu'il faut commencer pour pouvoir déployer quelque chose. Parce qu'on est très souvent bloqué sur nos origines, le Cameroun. Mais en fait, voilà, l'Afrique, il y a plein d'opportunités. Exactement. Maintenant, il faut pouvoir les capter, ces opportunités-là, c'est les saisir, effectivement. Donc, Baba? Oui, en tout cas, pour moi, j'ai vu et j'ai remarqué qu'il y a pas mal de... C'est dans l'air du temps. Et il y a pas mal aussi de lobbying qui se font. Mais c'est vraiment de manière... c'est-à-dire les think tanks à l'américaine qui se sont en train d'être créés. Et ce n'est plus que des paroles, mais c'est des financements entre eux. Il y a même un Ghanéen en Angleterre qui a mis en place une banque de la diaspora du Royaume-Uni pour l'Afrique. Et donc ça se voit. Et autre chose, ils sont en train de faire un link entre ce qui s'est passé au Qatar, Corée du Sud, comment ils se sont développés et comment cette diaspora l'a fait, et notamment aussi la diaspora nigériane. Donc je pense que ça va au fil du temps. Mais c'est important ce que tu dis parce que souvent, en fait, ce qui était reproché à la diaspora, c'est d'être dispersé. Finalement, oui, il y a des talents, oui, il y a des moyens, mais finalement, c'est difficile de les faire travailler ensemble, de faire en sorte qu'ensemble, ils fassent des gros projets impactants avec les moyens, les finances nécessaires pour que finalement, ça impacte et ça change finalement la donne sur le continent africain. Et bon, moi, je suis un peu mitigée. Oui, parce je comprends. Pour moi, la motivation, oui. Les moyens, on va dire plus ou moins, parce qu'on ne parle pas que d'argent. Et ensuite, le mindset, je pense que non. Pour moi, c'est là où il faut vraiment travailler là-dessus
prendre conscience des différentes Afriques, comme vous disiez, prendre conscience que des fois, ce n'est pas forcément le pays d'origine où c'est le mieux, alors que la plupart du temps, on préfère rentrer dans nos pays d'origine. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a encore de belles initiatives qui se prennent avec de beaux exemples de réussite, mais je pense qu'on n'est encore qu'au début et qu'il nous reste encore une bonne marge de progression. Et surtout, le mindset, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. C'est exactement ce que je veux dire, c'est qu'on a les éléments individuels. Maintenant, créer le collectif et le mener à atteindre un objectif, c'est là où ça pêche un petit peu. Ça peut pêcher. Exactement. Voilà. Néanmoins, on voit quand même des réalisations. Tout à fait. Ça émerge, ça commence à arriver. Il y en a de plus en plus. Tout à fait. Baba, tu as donné de très beaux exemples, très probants. Ouais. Et voilà, en tout cas. Vous pouvez encore prendre des actions dans TWI. En plus, voilà, si on veut faire partie de tout ça. Voilà, merci beaucoup. Merci à nos invités, Sadio Bi. Nous avions Armand Ngalo ainsi que Cédric Chokoua. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Diaspora Africa. Merci bien sûr à nos chroniqueurs Babadem ainsi que Fat Bintou. Merci à vous, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à continuer à nous suivre. Oui, parce qu'encore une fois, cette émission, c'est vraiment la vôtre. On essaie de trouver les personnes, les personnalités qui vous intéressent, qui vous parlent, qui vous inspirent, qui peuvent vous motiver. On les fait venir ici et on vous fait une belle émission avec aussi les chroniques Ubuntu. Hein. On y croit et c'est vraiment l'état d'esprit de Diaspora Africa. Merci bien sûr à l'équipe technique. Merci à nos différents partenaires, notre sponsor officiel Orange Money Europe et à nos diffuseurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Diaspora Africa. Bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.